Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes le 10 juin 2026. Aujourd'hui, au programme, l'Iran et la Russie et l'Ukraine. Alors, l'Iran, soyons clairs, voilà, on est reparti dans la guerre. Vous me direz que ça devait peut-être arriver, que le cessez-le-feu était de plus en plus fragile depuis déjà une bonne semaine, qu'il y avait eu un certain nombre de séquences sur lesquelles je ne vais pas revenir chaque fois, de frappes iraniennes en riposte à des attaques américaines, mais à très bas bruit, sur les radars côtiers, réponse sur des tankers, réponse sur le Koweït, des frappes aussi, bien sûr, et c'est ça qui, en fait manifestement, à mon avis, qu'on était très mal parti, c'est qu'Israël continuait à frapper le Liban, en dépit des demandes de Donald Trump à certains moments pour baisser le rythme de ses attaques, voire les interrompre, pendant que des négociations, soi-disant, continuaient à se tenir, sachant que les responsables américains chaque jour expliquaient qu'on était quasiment à la signature d'un accord, que tout se passait très bien, etc. La réalité, c'était beaucoup plus compliqué. Les derniers moments dans cette progressive dégradation du cessez-le-feu, c'est que Israël poursuivait ses attaques et menaçait de cibler Beyrouth. C'est là que Trump s'était énervé, mais aussi de cibler certaines banlieues de Beyrouth. D'ailleurs, il s'avère que les forces israéliennes auraient reçu l'ordre de prendre tout le Liban au sud du Litanie. Récemment, hier, je crois, il y a eu des frappes sur la ville de Tyr, des frappes importantes. Ville, alors je ne sais pas si elle regorge de combattants du Hezbollah, mais en tout cas c'est une ville, à ma connaissance, plutôt majoritairement chrétienne. Bref, il y avait cette poursuite, si vous voulez, de l'allié israélien des Américains, poursuite de frappe, nonobstant ce qui se passait au plan des négociations, puisqu'évidemment, du point de vue israélien, il ne s'agissait pas d'arriver à un accord qui est de toute façon jugé insuffisant par rapport aux objectifs de l'État hébreu concernant l'Iran, même si ces objectifs, à ce jour, sont très loin quand même d'être remplis. Du côté du Hezbollah, manifestement, il tenait le choc, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même parlé, on parle, mais ça, je ne sais pas ce que ça vaut, du fait qu'un homme ou deux hommes se seraient infiltrés, du Hezbollah se seraient infiltrés en Israël. Alors là, vous voyez, c'est l'inverse de ce qui s'est produit très massivement, notamment en Iran, bien sûr. Les pertes respectives sont impossibles à déterminer sérieusement, parce qu'il y a énormément à la fois d'omerta et de propagande, donc c'est quand même très compliqué. C'est probablement assez lourd pour Israël, à la fois en hommes et en matériel. C'est certainement aussi lourd du côté du Hezbollah. Bref, on était dans une impasse. Et au plan de la relation Iran-États-Unis, en fait, le sous-texte, c'est que chacun attendait, avec son blocus à sa manière, que l'autre coule économiquement. Alors, les Iraniens, ils espéraient que la dégradation assez rapide quand même de l'économie mondiale et de la question énergétique, des fournitures énergétiques, allait pousser les Américains à se montrer raisonnables. Et quant aux Américains, ils espéraient que l'Iran allait s'effondrer finalement économiquement de lui-même grâce au contre-blocus qu'ils avaient mis en place. Bon, mais tout ça n'est pas encore arrivé, n'était pas encore arrivé. On avait l'impression, à vrai dire, depuis 8 jours, que Trump essayait quand même de ne pas repartir à l'assaut et de ne pas se laisser de nouveau entraîner aux côtés d'Israël dans des opérations militaires. D'ailleurs, on avait aussi l'impression que l'Iran faisait en sorte de ne pas, provoquer les États-Unis par des frappes directement
trop directement sur eh bien, des navires ou des avions américains ou même des intérêts américains dans la zone. Ils avaient riposté, en fait, l'Iran a riposté récemment sur Israël directement, juste sur Israël, en fait, si j'ose dire. Et donc, les Israéliens, eux, dans les dernières déclarations, il y a 2-3 jours, avaient dit « mais nous, on est prêts à y aller tout seul », encore une fois, un peu comme ça s'était passé en amont, en février dernier, si vous voulez, sur le thème nous, on ne peut pas de toute façon ne rien faire et on est prêt à agir seul, sans les Américains. Voilà. Donc on était dans cette espèce de relative apparente prudence parce que on affichait quand même du côté américain et du côté iranien la volonté d'arriver malgré tout à négocier quelque chose. Et donc, là, il y a eu une soi-disant fuite du New York Times, mais enfin, on sait bien ce que sont les fuites du New York Times. Les négociations semblaient soi-disant avancées, mais ça se gâte un peu plus quand on lit l'article et qu'on voit que, en fait, dans cet article, il est dit que les Américains s'apprêtaient à obtenir des choses extrêmement impressionnantes, c'est-à-dire quand même 15 ans d'arrêt du processus d'enrichissement de l'uranium par l'Iran, 15 ans, la dilution des stocks existants, donc pour que le taux d'enrichissement, le pourcentage d'enrichissement redevienne totalement insignifiant, la fermeture de tous les sites, les grands sites nucléaires, Natanz, Fordoz, Isfahan, et puis un système, tout un mécanisme d'inspection, à la fois d'inspection prévue et d'inspection surprise. Et tout ça, c'était sur le point, soi-disant, d'être accepté par l'Iran. C'est là quand même qu'on peut avoir quelques doutes et on peut se demander pourquoi est-ce que le New York Times fait sortir ce type d'informations. Parce que tout ça, c'était contre le dégel. Donc, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, d'environ 25 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Bon. Mais la réalité, c'est que ces 4 éléments que je viens de vous lister sont évidemment totalement inacceptables pour l'Iran. Un, dans la situation militaire qui est la sienne, c'est-à-dire qui n'est pas si mauvaise, en tout cas jusqu'à présent. Et deuxièmement, l'Iran est toujours signataire du TNP, donc a le droit, à vrai dire, d'enrichir de l'uranium. Voilà. Et je rappelle qu'en 2015, il y avait déjà de fortes restrictions qui avaient été mises sur les opérations d'enrichissement et que ce sont les États-Unis et Trump qui sont sortis de ce fameux JCPOA qu'à mon avis, on n'est pas prêt de retrouver. Voilà. Malheureusement. Donc, si vous voulez, on se demande si ces fuites prétendues sur un accord imminent ne visent pas en fait simplement à dire, regardez, en fait c'est l'Iran qui ne veut pas de cet accord formidable, sauf que les termes de cet accord ne sont pas du tout formidables pour l'Iran, évidemment. Donc faire porter le chapeau à l'Iran sur la faillite des négociations, d'ailleurs les dernières déclarations de Trump sont, écoutez, ils ont pris trop de temps pour négocier, donc maintenant ils vont payer le prix, on va les réduire en bouillie, il a fait des déclarations, bon. Et c'est sur ces entrefaites qu'est arrivé l'incident déclencheur, et à mon avis l'incident quand même prétexte, qui est celui de ce fameux hélicoptère Apache qui aurait été, selon les Américains, descendu, en tout cas, alors ça n'a pas du tout explosé, mais il est tombé, un hélicoptère qui, étrangement, se baladait au-dessus du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en fait dans les eaux, non pas internationales, mais iraniennes. Voilà, ça fait aussi partie du narratif américain de dire que c'est des eaux internationales, mais de fait, elles sont iraniennes. Bon. Donc, il y avait un hélicoptère Apache avec 2... Vous voyez, ce que c'est un Apache, c'est un énorme hélicoptère de combat. C'est des vieux hélicoptères. Bon, aujourd'hui, ils sont fabriqués par centaines. Je crois que c'est Boeing maintenant qui les fabrique. C'est plus McDonnell Douglas, si ma mémoire est bonne. Mais c'est des très gros hélicoptères de combat avec 2 pilotes à l'intérieur, avec 2 rotors, donc un central et un sur la queue. Enfin, ils sont assez, on les connaît bien. Enfin, ils sont visuellement, on voit ce que c'est qu'un hélicoptère Apache. C'est très lourd.
Et donc, le truc étrange, c'est que l'hélicoptère est tombé, est allé dans l'eau, mais il n'est pas tombé comme une pierre, parce que s'il était tombé de l'altitude à laquelle il devait voler jusqu'à la mer, 5 tonnes, l'accélération, il n'y aurait plus de pilotes vivants. Or, ils sont vivants. Ils auraient été, et c'est les États-Unis qui le disent, ils auraient été récupérés par un bateau, on est en plein James Bond, un bateau sans pilote de US Navy, de la marine américaine. Donc, ils ont pu descendre. Donc, peut-être que l'un des rotors, peut-être celui de la queue, a été touché et que l'hélicoptère, quand même, a pu descendre et permettre à ces pilotes, sans se tuer, en tout cas sans se faire mal, d'être récupérés par ce bateau. Que faisait ce bateau-là à ce moment-là, alors qu'il y avait un hélicoptère au-dessus? Bon, ça c'est encore une autre question. Mais on voit bien que cet incident, si vous voulez, il n'y a pas eu de mort américain. Donc si on était vraiment dans une perspective honnête, enfin de bonne foi, un minimum, de tentative de négocier quelque chose et d'arriver à un accord de la part des Américains, eh bien, ils n'auraient pas monté cet incident en sauce, si j'ose dire, en épingle, et ils auraient dit, bon, d'ailleurs c'est la première chose que Trump a dit, bon, il n'y a pas de mort, ok, bon, c'est bon, mais en fait, il s'en sert manifestement, il s'en est servi, ça y est, c'est fait, pour déclarer eh bien, que les négociations étaient mortes et enterrées, entre guillemets, et qu'il se devait, out of necessity, il se devait de réagir à cet incident, à cette attaque iranienne, donc manifestement par un drone iranien, mais les Iraniens n'ont pas confirmé que c'était eux, à ce stade, en tout cas au moment où j'enregistre, et il se sert de l'incident en fait comme prétexte. Voilà, pour dire finalement, voilà, ce cessez-le-feu, ça ne sert plus à rien, les négociations, ça ne sert plus à rien, regardez, ils ont attaqué un hélicoptère Apache, et donc ça justifie que je reprenne les frappes, avec tous les risques associés, pour une partie comme pour l'autre, évidemment. Hein. Donc, et ceci au moment où les Iraniens étaient, évidemment, parce qu'en fait, c'est ça la question c'est celle des que pouvaient espérer véritablement les Américains d'une négociation sérieuse, pas les conditions que je vous ai évoquées, évidemment. Donc en fait, c'était une manière pour eux, sans doute, c'était pas suffisant pour pouvoir sauver la face. Et surtout, ils avaient affaire à une position iranienne extrêmement dure, vous l'avez vu depuis des semaines, depuis le début du cessez-le-feu, où les Iraniens, de plus en plus, et désormais c'est encore plus clair, non seulement lient strictement l'arrêt des opérations israéliennes contre le Liban et un accord avec eux, oui, un accord avec eux, mais désormais aussi le sort de Gaza. Donc en fait, tout est lié du point de vue iranien, et donc c'est totalement inconcevable en fait pour les Américains dans la situation dans laquelle ils sont, et après avoir subi les revers militaires de cette première phase de la guerre, puisque là on entre encore dans une deuxième phase. Bon, donc on en est là. Alors il y a une autre information intéressante, mais qui s'est passé avant la reprise, là, le fait que Trump déclare que les opérations reprennent, c'est qu'il y aurait eu un avion, alors moi ça me paraît étonnant de faire rentrer 3 milliards de dollars dans même un gros avion, transféré depuis les Émirats arabes unis, donc 3 milliards de dollars des assets iraniens, des avoirs iraniens gelés, un avion qui serait allé donc d'Abu Dhabi à Téhéran, avec un message des Américains aux Iraniens disant Israël va arrêter de taper le Liban, vous arrêtez d'attaquer Israël. Voilà, c'était ça le deal, pour récupérer dans l'immédiat déjà 3 milliards d'assets. Bon, ça peut paraître... peut-être que c'est fake, peut-être que c'est vrai aussi, parce que c'est tout à fait des choses qui peuvent être faites.
Euh, et en tout cas, alors, l'escorte aurait été qatari, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, enfin depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup d'avoirs, notamment des gardiens de la Révolution, qui sont aux Émirats arabes unis, dans les banques des Émirats. Et en l'espèce, là, cet argent aurait été dans une banque qatari, probablement. Et donc, il y avait une escorte qatari de cet argent. Alors, sous quelle forme? Parce que 3 milliards, c'est quand même beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. On en est là. On en saura peut-être plus dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, si vous voulez, là, de toute façon, tout ça est plié, entre guillemets, et on repasse à une phase active des opérations américaines, avec toutes les limites, encore une fois, en termes de stock, en termes de... Il n'y a pas de dominance, il n'y a pas si vous voulez, le ciel iranien n'est pas du tout sous contrôle américain, pour être clair. Les Iraniens ont déjà fait tomber un certain nombre quand même d'avions, je crois près d'une dizaine, enfin en tout cas 7 ou 8. Et donc, c'est un pari extrêmement risqué que fait Trump là. Je ne sais pas quel est le format des opérations envisagées cette fois-ci. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. On peut décider de son format, mais on ne décide pas des types de riposte iranienne, et ça m'étonnerait que les Iraniens ne ripostent pas. Voilà, donc peut-être que là, au moment même où j'enregistre, ça chauffe très très sérieusement. Voilà, Trump a fait exploser en fait les négociations avec l'Iran, c'est assez clair. Il s'est servi de l'incident de l'Apache pour ça. Et il a fabriqué finalement une raison d'attaquer de nouveau les Iraniens. Bon, une raison de reprendre la guerre. Je crains qu'il n'y ait de très lourdes représailles, moi, iraniennes. En tout cas, il y a des déclarations iraniennes assez furieuses sur le thème. Écoutez, nous, on est plutôt favorable à la diplomatie, mais si vous voulez qu'on change de registre et qu'on repasse à la guerre, on est prêt aussi. On peut repasser à la force si vraiment vous faites tout pour qu'il ne se passe rien en termes diplomatiques. Et en fait, on en est toujours là. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Iran. Maintenant, mon deuxième point, c'est la Russie et l'Ukraine. On est toujours en pleine guerre des narratifs d'un côté comme de l'autre et des perceptions, en fait, et des visions du conflit. Parce que la grande question, c'est jusqu'à quel point on croit à nos propres narratifs, en tout cas du côté européen et occidental. Donc, guerre des déclarations, des démonstrations. Notamment européenne, sur l'état économique et social de la Russie, sur ce retournement soi-disant du rapport de force militaire qui serait en cours et qui serait enfin favorable à l'Ukraine et qui justifierait un activisme diplomatique redoublé de la part des Européens. Alors, est-ce qu'ils se sont vraiment entendus sur un négociateur pour les représenter? Manifestement, on parle beaucoup d'Alexander Stubb, le président finlandais. Je ne sais, ça n'a pas été totalement confirmé, mais en tout cas, du côté européen, clairement, on est reparti sur le front, puisque les Américains laissent faire, et laissent de plus en plus faire. Et ils laissent même de plus en plus, ils lèvent de plus en plus des interdictions pour un certain nombre de pays d'acheter du pétrole russe. Donc on voit bien que les Américains, quand même, laissent faire les Européens et laissent faire Poutine aussi, puisqu'il n'y a plus cette espèce de... comment dirais-je, de protection américaine de fait, ou d'acquiescement américain à la manière de faire des Européens, même indirecte, même discrète, même quasi silencieuse. Là, il y a un découplage quand même, et les Européens espèrent reprendre le lead, mais le problème, c'est qu'ils reprennent le lead toujours sur les mêmes bases. Donc là encore, on se demande à quoi ça sert finalement. Il y a donc eu toute la séquence, vous savez, de la lettre officielle, enfin publique, de Zelensky à Poutine, lettre assez insultante. Il a donné une interview au Guardian en réexpliquant ce qu'il avait mis dans cette lettre, etc., en expliquant que la Russie était de plus en plus isolée, ce qui est quand même...
Enfin, je ne sais pas, c'est pas possible qu'il croie ce qu'il dit. Je veux dire, après ce qui vient de se passer à Saint-Pétersbourg, après le forum de Saint-Pétersbourg avec 130 pays présents, après Vladimir Poutine à Pékin, après le sommet au Kazakhstan, avec les Saoudiens qui, à Saint-Pétersbourg, je crois que c'est le ministre de l'Énergie, a dit la Russie et l'Arabie Saoudite sont des amis à la vie et à la mort. Enfin, si vous voulez, l'isolement de la Russie, on peut vouloir y croire, mais ça n'est pas une réalité. Malgré tout, il faut quand même, on devrait quand même s'en rendre compte. Ce serait important de s'en rendre compte. Et puis alors, il y a la question militaire, bon, que les Européens refusent aussi toujours de voir. Et donc, ils font comme si, en fait, la Russie était dans une mauvaise passe militaire et avait tout intérêt à reprendre des négociations, et ils proposent toujours les mêmes termes, c'est-à-dire des termes inacceptables pour Moscou, que chacun connaît, un cessez-le-feu inconditionnel, rendre tous les territoires, accepter de se faire juger par la Cour pénale internationale, faire des réparations à l'Ukraine. Enfin bon, si vous voulez, là aussi, c'est totalement irréaliste, en fait. Et évidemment, Vladimir Poutine, et d'ailleurs l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, ont tous les deux dit que non, il n'y a vraiment aucune raison de commencer à rediscuter de quoi que ce soit, tant que les Ukrainiens, alors pour eux, le starting point pour une reprise de la négociation, c'est toujours le même, c'est celui dont Poutine avait parlé, dont Lavrov aussi avait parlé, c'est toujours le même, c'est-à-dire que les Ukrainiens se retirent des parties des 4 oblasts anciennement ukrainiens, désormais dans la Fédération de Russie, dans lesquels ils ont encore des hommes, des forces et des opérations. Donc on en est là, c'est-à-dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, évidemment. Je ne sais pas à quoi ça sert du point de vue européen de faire cela. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le vieux plan. Ça date de 2022, si vous voulez, ces exigences du côté ukrainien. Et ça n'a pas bougé véritablement. Après, il y avait eu cette fameuse entrevue d'Anchorage en août dernier, où là, quand même, Trump avait semblé comprendre et être déterminé à faire accepter à Zelensky qu'il y ait un retrait des forces ukrainiennes de ces parties-là, au moins du Donbass, à mon avis. Et puis après, c'est parti dans les limbes. Bon, enfin, on connaît, il y a eu le général Kellogg, il y a eu le plan Kellogg, etc. Enfin, tout a été dénaturé. Voilà, tout est reparti dans une lamentable impasse. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, sachant que sur le terrain, alors oui, c'est vrai, la guerre des drones, les Ukrainiens qui ont des gros problèmes de force, enfin d'effectifs, se servent beaucoup de drones et de murs de drones, en fait, pour essayer d'avancer, de faire en effet quelques petites conquêtes territoriales, mais très, 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 très maigres, et surtout qu'ils sont derrière quasiment incapables de tenir dans le temps. C'est ça aussi le problème, parce qu'ils ont une vision, si vous voulez, toutes ces avancées leur coûtent extrêmement cher en hommes, même s'il y a les drones. Et derrière, vous avez, en face plutôt, vous avez l'appareil russe imperturbable qui va très très lentement, dont on dit qu'il va tellement lentement qu'en fait il ne va nulle part, il ne bouge pas. Dans la réalité, la ville de Konstantinovka est de plus en plus investie, plus seulement dans ses abords. Il y aurait même des troupes ukrainiennes qui seraient encerclées en fait par les forces russes là. Les Ukrainiens essaieraient d'envoyer des unités pour les extirper, pour les extraire. Voilà où on en est, si vous voulez. Ça, c'est un verrou, Konstantinovka, vers d'autres villes importantes et qui, en fait, une fois ces villes-là reprises, et ça va prendre du temps, ça va prendre des mois encore probablement aux Russes, mais une fois qu'on en sera là, ça va être du point de vue ukrainien, complètement, la messe sera dite, si vous voulez, militairement, définitivement. Et il faudra là décider de ce qu'on veut faire.
et de ce qu'on est capable de faire et de ce que l'Europe est capable de faire. Alors pour l'instant, l'Europe continue avec ses paquets de sanctions dont les gens qui rentrent de Moscou, qu'on entend sur un certain nombre de sites, enfin qu'ils soient militaires, pas militaires, observateurs, analystes, journalistes, ceux qui se risquent à aller en Russie reviennent en disant bon écoutez oui il y a une petite augmentation du prix du pétrole, mais enfin les gens sont extrêmement déterminés. Les attaques multiples de drones russes sur les installations de drones ukrainiens sur les installations pétrolières russes et sur des cibles civiles, comme on l'a vu à Starobelsk et puis contre un bus là récemment, puis enfin il y en a presque tous les jours. Tout ça, oui, ça rend prudents les Russes, mais ça les rend surtout furieux. Et ça les rend furieux, pas contre le pouvoir, ça les rend furieux contre la partie ukrainienne. Donc là encore, il y a des limites à la transformation du réel, si vous voulez. Alors, à destination de nos opinions publiques, ça peut peut-être partiellement marcher par le biais médiatique hein, de la répétition. Mais le problème, c'est que sur le terrain, la situation devient de plus en plus tragique. Tragique pour les deux parties d'ailleurs, mais certainement tragique pour la partie ukrainienne, sachant que pendant ce temps, il y a tous les jours maintenant ou presque des affaires de corruption qui sortent. Enfin, petit à petit, tout sort sur la réalité du pouvoir ukrainien. Bon. Donc voilà où nous en sommes, c'est-à-dire encore une fois, voilà, je vous fais un point un peu compacté, mais qui n'est pas très enthousiasmant du point de vue eh bien, du titre de cette chaîne, c'est-à-dire paix d'abord et guerre. Et en tout cas, la recherche de modus vivendi entre des adversaires et aussi la recherche des meilleures postures, attitudes et compréhension des situations du point de vue occidental et du point de vue européen et bien sûr du point de vue français. Voilà, j'espère que cette très courte, pour une fois, mondoscopie vous aura intéressé. Je vous remercie, si ça vous a intéressé, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne, de nous soutenir via Tipeee si vous le pouvez, de vous abonner au Cercle des Amis de Paix et Guerre si vous souhaitez avoir d'autres éclairages sur d'autres sujets. Et je vous retrouve eh bien, la semaine prochaine pour une mondoscopie et aussi pour les membres du Cercle, pour une clé du monde vendredi et pour Périscope, notre nouveau format très court, dimanche à 18h. Voilà, je vous remercie chers amis de votre attention. À très bientôt. Au revoir.